Je retrouve à nouveau Éric Denessé, et il m'en veut chaque fois que je dis Denessé alors que c'est Denessé. Heu, C'est il a été accusé, de plein de choses terribles par, un garçon que vous ne connaissez sans doute pas qui s'appelle Nicolas Tenzer, qui était auditionné de mémoire au Sénat, et qui a fait la liste des coupables. On avait l'impression d'assister à une réunion de la milice en 1943. Il y avait la liste des coupables à pourchasser et à fusiller. Là, c'était pratiquement la même chose. Éric Denessé, tu as été accusé par le citoyen Tenzer d'être payé par Moscou pour faire de, je sais pas quoi, de l'ingérence ou des trucs de ce genre. Et Nicolas Tenzer, honorable citoyen, ancien élève de l'ENA, explique qu'il faudrait te réprimer. Qu'est-ce que tu voulais dire pour ta défense? Bah, écoutez, d'abord, moi, c'est quelque chose qui m'a amusé, puisque je connais Nicolas Tenzer depuis le début des années 90, donc Parle depuis bien 30 près de ans. ton micro parce que tu es trop Ah loin de oui, ton alors, micro. c'est le problème. Parle près de ton micro. Voilà. Bon, C'est bien. euh, là, le son est bon? Oui, le son est bon. Bon, donc non, non, je connais Nicolas Tenzer depuis le début des années 90, donc ça fait une trentaine d'années. À l'époque, je participais au CERAP, qui est le Centre de réflexion, Centre d'études et de réflexion pour l'action politique, qui est un think tank qu'il avait créé en quittant le cabinet d'Édouard Balladur lorsque celui-ci était ministre des Finances pendant la deuxième cohabitation. Voilà. Le Tenzer était un garçon qui a fait de solides études, tu l'as dit. C'est un individu qui n'est pas très sympathique, il est très C'est quand même le ambitieux. premier que je rencontre qui m'explique que l'ENA, ce sont de solides études. Oui, donc voilà, Lui, il a fait l'ENA et Sciences Po, donc il a fait, et normalien, donc non, non, c'est tout à fait normalien. normal. Mais alors, ce qui est Le très drôle, c'est récit que du naufrage français. voilà, Tenzer, j'ai envie de dire, comme beaucoup d'énarques, se voyait un destin national et se rêvait président de la République très jeune. Et c'est pour ça qu'il Minimum avait syndical. Voilà. Et c'est pour ça qu'il avait créé le Centre d'études et de réflexion de l'action politique. Alors, de manière assez originale, il faut le dire, parce qu'il avait créé ce centre comment dire, à l'imitation du Shadow Cabinet britannique, c'est-à-dire qu'il avait créé autant de groupes de travail qu'il y avait de ministères, donc c'était assez original. Et j'avais rejoint le CERAP pour co-animer le groupe sur la défense, où j'étais avec quelques amis, dont d'ailleurs l'un est aujourd'hui ambassadeur de France et l'autre a terminé sa carrière comme général. Et je me souviens qu'à l'époque, Tenzer avait aussi créé une revue de philosophie politique qui s'appelait Le Banquet. Euh, Il et s'appelait alors, comment? Le Banquet, je crois qu'elle n'existe plus depuis Ah, 2014, tiens, voilà, qui était une revue d'assez bonne qualité d'ailleurs. Et à l'époque, je me souviens, nos réunions avaient lieu dans l'appartement de Nicolas Tenzer, rue Le Courbe, ou bien à l'hôtel Raphaël, où se tenaient les réunions au dernier étage, dans ces petits salons assez splendides, tout couverts de boiseries. Je n'ai jamais demandé d'où venait le financement à l'époque. C'est quel vrai qu'on était est. le plus luxueux, l'appartement de Nicolas Tenzer ou l'hôtel Raphaël? Ah, l'hôtel Raphaël était quand même un peu plus luxueux, mais il y avait dans l'appartement de Nicolas Tenzer quelque chose qui fait que nous avons un point commun, d'ailleurs, c'est que moi je suis un grand amateur des toiles de Bernard Catlin, et la première fois où je suis allé chez lui, j'ai vu cet appartement couvert de toiles ou de lithographies de Catlin, et j'ai découvert qu'il était le parrain de Tenzer. Voilà. Alors, après, moi j'ai quitté le Ça CERAP t'a assez rapidement. calmé. Voilà, avec quelques amis. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est rapidement aperçu que Nicolas Tenzer était un tantinet excessif. Je me souviens qu'à l'époque, lorsqu'on parlait des questions de défense, il voulait déjà envoyer une bombe nucléaire sur Saddam Hussein pour calmer le leader irakien. Et on s'est dit que si ce garçon avait des ambitions politiques, on était très très mal barré. Et pour la petite histoire, moi, j'ai rejoint le parti radical au sein de l'UDF à l'issue et que j'ai quitté très rapidement et j'ai cessé toute activité politique. Donc le CERAP a été une de mes rares expériences et en partie malheureuse, il faut le dire. Oh, très instructive en tout cas. Absolument. Et donc, pourquoi il t'a attaqué? Qu'est-ce qu'il te Alors, reproche? eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit une attaque qui soit ciblée contre ma modeste personne. Je pense que sa démarche s'inscrit dans une approche beaucoup plus globale, qui est celle des néoconservateurs français qui cherchent, soit à leur initiative, soit à celle de leur donneur d'ordre d'outre-Atlantique, finalement de museler tous ceux qui, d'une manière argumentée, hein, je ne parle pas de ceux qui sont excessifs, finalement qui cherchent à démonter tout ce narratif pro-ukrainien et
anti-russe qui est mise en place aussi bien d'abord à Washington et qui est largement relayée par Kiev. Je rappelle quand même que Tenzer, dans son rôle de censeur, n'est pas du tout un spécialiste des questions internationales. C'est un titre qu'il s'autodécerne. C'est un garçon qui est un philosophe politique. Il n'est venu que tard aux affaires internationales. Il n'est jamais allé sur un théâtre d'opération. Il a fait quelques petits voyages à droite à gauche pour faire des conférences, mais je dirais sa compétence en la matière me semble extrêmement légère. J'ai envie de dire, il essaie d'être une pâle copie de Bernard-Henri Lévy en suivant un peu le même parcours, et force de le constater, pas du tout avec la même, je dirais, la même surface que notre philosophe national. Et pour terminer, j'ai envie de dire mais que… quels sont les points communs, parce que je vais te taquiner, mais quels sont les points communs entre Nicolas Tenzer et Bernard-Henri Lévy? Alors, je n'en connais pas, je n'ai jamais, Ah, je vu. plaisante. Voilà. Et je dirais même que je ne sais même pas de quelle couleur politique est Nicolas Tenzer. Je pense que c'est d'abord un opportuniste. Voilà, il a un côté commentateur de salon qu'il fait très bien, mais voilà, on n'a pas affaire à quelqu'un qui ait un engagement, à mon sens, politique marqué, si ce n'est peut-être celui effectivement de la politique américaine aujourd'hui. Est-ce que tu en déduis que Nicolas Tenzer parle sur ordre? Est-ce qu'il subit des influences qui pourraient d'ailleurs être des influences financières au-delà des influences politiques? Alors, sur les influences financières, je n'ai bien sûr aucun élément, hein. Je ne passe pas mon temps On sait de à… quoi il vit aujourd'hui? Non. D'abord, il est haut fonctionnaire. Si, c'est quelque chose. Il Moi est aussi, je resté suis dans haut la haute fonctionnaire, fonction. mais je ne touche pas un euro de l'administration. Voilà, Je dans fais la mon haute fonction travail. publique. Je ne sais pas quelles sont ses fonctions exactes, mais en revanche, ce que l'on sait, c'est qu'il a appartenu ou appartient à deux think tanks américains qui sont extrêmement marqués. Le premier, c'est l'Aspen Institute. L'Aspen Institute est un think tank qui est vraiment au cœur de l'appareil de propagande américain, au même titre que l'Atlantic Council et au même titre que la National Endowment for Democracy. L'Aspen Institute a dans ses éléments de direction beaucoup d'anciens cadres supérieurs ou cadres dirigeants, aussi bien de la NSA, de la CIA que du FBI. Et on y trouve aussi des personnalités comme Madeleine Albright ou comme Condoleezza Rice. Donc c'est un organisme qui est extrêmement marqué, dont la grande majorité des financements proviennent du département d'État et des autres agences gouvernementales, et que Mike Pence, qui est l'ancien responsable cyber du département d'État, qui a fait il y a quelques jours un interview très intéressant avec Tucker Carlson pour expliquer comment s'organisait la désinformation américaine. Lui-même qualifie l'Institut Aspen de véritable instrument au sein de la propagande américaine. Il parle même que du fait que c'est un institut qui fait partie de l'industrie de la censure gouvernementale aux États-Unis. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'y entre pas par hasard. Ça veut dire que cet institut est extrêmement marqué. Et qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, on observe que de 2010 à 2015, Nicolas Tenzer a été membre de cet institut. Il s'est d'abord occupé, je dirais, du programme de formation des jeunes leaders. C'est une espèce de parallèle avec les Young Leaders. Il a été ensuite trésorier, puis président de l'Institut Aspen France. Donc, je crois qu'on ne peut pas être plus clair quant à ses orientations. Et il est aujourd'hui encore chercheur au CEPA, qui est le Center for European and Policy Analysis. Donc, on est là sur deux instruments de la propagande américaine, vraiment qui sont extrêmement connus, extrêmement marqués, et donc finalement sa neutralité ne peut être que mise en question. Alors, les mauvais esprits remarqueront que peu de temps avant d'arriver au pouvoir, quelques mois avant, Giorgia Meloni en Italie a aussi intégré l'Aspen Institute. Est-ce que tu penses que c'est une espèce de sas ou de machine à fabriquer de l'élite mondialiste? Ou alors, c'est ça d'une part, comme les Young Leaders, mais c'est aussi un endroit où on doit être si on veut faire une carrière politique au niveau européen. C'est-à-dire que ceux qui ne rentrent pas dans ces cénacles-là ont peu de chances d'émerger, ou en tout cas, plus exactement, ont toutes les chances de voir une action américaine lancée contre eux s'ils se présentent aux élections. Je me souviens
il y a quelques années, nous avions des échanges assez étroits avec les services italiens. C'était notamment au moment des révolutions arabes, où nos amis de la coordination nationale du renseignement italien qui me recevaient me disaient mais n'y allez pas, on sait très bien que Kadhafi ne va pas faire la moitié de ce qu'il dit. Et les Italiens connaissaient très bien ce sujet-là. Et au cours d'une discussion, le coordinateur national du renseignement de l'époque me disait, vous savez, on voit très bien que depuis que Berlusconi a commencé à se rapprocher de Poutine, s'être déclenché contre lui une campagne de désinformation, de propagande pour le ridiculiser. Donc voilà, on a clairement l'image à travers cette anecdote du fait qu'un leader européen qui souhaite avoir un destin politique, entre guillemets, s'il n'est pas d'une manière ou d'une autre membre de ces cénacles atlantistes, finalement, va voir se déclencher contre lui toute une série d'actions pour l'empêcher d'accéder aux responsabilités. Mais est-ce que ça signifie que Tenzer en tant que tel est un agent d'influence des États-Unis? Donc ça présente effectivement toutes les caractéristiques. Hein. Aujourd'hui, quand on a été président de l'ASPEN France et qu'on est aussi dans le Center for European Policy Analysis, c'est très clair. J'irai même plus loin. Depuis, on va dire, une dizaine d'années que Nicolas Tenzer s'intéresse aux questions de politique étrangère, il se polarise véritablement sur deux sujets qui sont au cœur de la propagande américaine, c'est-à-dire d'une part la lutte anti-Bachar et d'autre part la lutte anti-Poutine. Et on voit que chez lui c'est une véritable obsession puisque les quelques écrits qu'il met sur son site ne concernent quasiment que ces deux sujets-là. Alors c'est une obsession où ça correspond à je dirais, à des missions qui lui sont données par ses mentors ou donneurs d'ordre. C'est la question qu'on a le droit de se poser. Comment on peut expliquer cette préoccupation, cette volonté de l'influence américaine de discréditer des Eric de Nessé, des CF2R? Alors, il a cité d'autres noms, hein, d'ailleurs. Comment on peut expliquer cette volonté de pointer du doigt des gens sur le débat public français? Alors d'abord, il faut expliquer que les Américains le font absolument partout. C'est aujourd'hui de leur part une stratégie très, très poussée. Elle n'est pas nouvelle, elle remonte au début des années 2010, à partir du moment où ils se sont rendus compte de ce que pouvait apporter l'exploitation finalement des réseaux sociaux et de tout ce qui relève des tweets et de la messagerie électronique. Pendant longtemps, ils maîtrisaient totalement ces outils, hein, en gros on va dire jusqu'à 2014. Et puis à partir de 2014, les Américains se sont aperçus que ces outils leur échappaient en partie, puisque après la récupération de l'Ukraine par la Russie, qu'elle soit légale ou pas n'est pas le débat aujourd'hui, eh bien, ils se sont rendus compte que le référendum avait été favorable à Moscou. Et donc ils se sont dit à ce moment-là, ben, il faut aussi que l'on compte, on ne va pas faire qu'utiliser en notre faveur les réseaux sociaux pour renverser des gouvernements, créer des révolutions arabes, des révolutions oranges. Il faut maintenant qu'on se méfie de cet outil qui pourrait se retourner contre nous. Et ils ont donc ils ont retourné l'appareil finalement, en lui donnant une deuxième fonction qui est celle de censure, en déclarant que finalement tous les gens qui émettent un avis différent, je dirais, au discours, aux opinions américaines sur le net, représentaient une cybermenace. J'insiste bien, pour eux c'est une cybermenace, puisque ça veut dire qu'on envoie dans le cyberespace des discours qui peuvent être considérés comme nuisibles pour les institutions. Bien sûr, la définition des institutions américaines et des intérêts américains est très, très, très ciblée. Et donc, dès qu'on s'inscrit en faux contre ça, eh bien, on est pris dans je dirais, dans des réactions qui font en sorte que les gens sont qualifiés de complotistes, de populistes, de conspirationnistes, qu'ils le soient ou pas, mais c'est aujourd'hui la grande stratégie américaine avec les relais qu'ils ont dans chacun des pays. Nous parlions de Nicolas Tenzer, je me permets d'insister sur un autre individu qui s'appelle Bruno Tertré, que nous avons en France. J'invite d'ailleurs à lire, à ce que les auditeurs du Courrier des Stratèges lisent l'excellent portrait qui en a été tracé sur ton site. Voilà, Bruno Tertré, le seul chercheur repris, français. je pense, par d'autres sites d'ailleurs. Oui, c'est le seul chercheur français qui ait défendu l'invasion de l'Irak en 2003, alors même qu'elle était illégale au droit du regard national et opposée à la politique française. Voilà. Ces gens-là sont toujours en fonction aujourd'hui. Je ne cesse d'être surpris que nous n'ayons, à mon tour, rien fait contre eux. Au passage, on note qu'aujourd'hui, le sinistre site de dénonciation qui s'appelle Conspiracy Watch vient de s'attaquer à un nouveau
défenseur des intérêts français, qui est Alain Juillet. Est-ce que tu veux nous en parler rapidement? Oui, alors il y a chez Conspiracy Watch une dérive qu'on observe depuis de nombreuses années. Effectivement, qu'à la limite, et au départ, cet organisme avait on peut dire une fonction qu'on peut considérer d'une certaine manière comme légitime. Toute lutte contre la conspiration et le complotisme me paraît indispensable, mais c'est aussi devenu une espèce de fixation. D'ailleurs, on les qualifie des conspirationnistes du complotisme qui voient le mal partout. De nombreuses personnes ont été attaquées et ces derniers jours, Alain Juillet, dont je rappelle qu'il a été officier au service action, qu'il a été directeur du renseignement à la DGSE, qu'il a été haut fonctionnaire chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre, se fait encore littéralement dézinguer par ces censeurs du politiquement correct. Comme nous avons été attaqués au Sénat, comme d'autres ont été attaqués dans d'autres médias. Mais j'ai envie de dire, d'une certaine manière, c'est une forme de reconnaissance, c'est-à-dire que ça veut dire que tous ces gens-là dérangent aussi bien Washington que ses relais, et c'est aussi un signe du désarroi aujourd'hui de ces néoconservateurs français ou américains, parce qu'ils mesurent que la situation en Ukraine, eh bien, ce n'est pas du tout aussi favorable qu'ils l'espéraient, que le système est en train de se retourner contre eux, et que vraiment ils essaient de faire flèche de tout bois dans les derniers moments, parce que je crois que les mois qui vont venir vont montrer l'échec complet de la stratégie américaine et de ceux qui l'ont soutenue. Au passage, quand même, si tu me permets d'être taquin, on notera que Conspiracy Watch, que tu cites, est de l'aveu de Rudi Reichstag, qui avait été interviewé au Sénat, de mémoire, lors d'une commission d'enquête, je remets ma caméra à droite, lors d'une commission d'enquête sur le fonds Marianne, Rudi Reichstag avait expliqué qu'il était financé, ce qu'on ne savait pas jusque-là, au moins à 50%, au minimum à 50% par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui est une fondation reconnue d'utilité publique. Est-ce que tu penses qu'il y a aujourd'hui une stratégie de défense des intérêts atlantistes, otaniens, néoconservateurs, qui passent par des voies détournées, y compris celles financées par le contribuable? Probable, j'en sais rien, très honnêtement, en tout cas en ce qui concerne la Fondation de la Shoah, j'ai aucun élément dessus. Mais effectivement, une stratégie américaine qui soit assez large, bien évidemment. Conspiracy Watch est financé par de nombreuses subventions publiques. Ce sont des gens qui vont parler dans les écoles. Certains pensent même que c'est une organisation quasi gouvernementale. Ce n'est qu'une ONG comme les autres qui défend un point de vue extrêmement particulier avec le temps qui passe. Et en faisant voilà, et en faisant des associations d'idées absolument ridicules, je vais faire sourire ceux qui nous écoutent. Ils m'accusent d'être d'extrême droite parce que Égalité et Réconciliation a repris un certain nombre de mes déclarations. Ce à quoi je leur avais répondu que s'il y avait des gens d'extrême droite ou d'extrême gauche qui écoutaient Johnny Hallyday, ce monsieur était lui-même un dangereux individu. Non, c'est assez ridicule. En tout cas, je suis moins sûr que eux soient directement des joueurs ou des agents d'influence de la logique américaine, à la différence des deux individus que je citais avant, qui sont Tenzer et Tertrais. Est-ce que tu penses qu'il y a, à propos de Tenzer, Tertrais et de quelques autres sans doute, une offensive en cours pour faire taire les voix dissidentes, notamment sur la question ukrainienne? Oui, mais elle a commencé depuis longtemps. Elle a commencé depuis finalement depuis la fin 2021, avant même le conflit, puisque les Américains disposant de bons renseignements étaient dans des prédictions autoréalisatrices, donc commençaient déjà cette campagne de désinformation sur les réalités des fondements du conflit, ce qui n'excuse rien d'ailleurs quand on voit toutes les victimes et les dégâts qui a engendré cette guerre, mais ils en portent une telle responsabilité qu'on ne peut pas faire porter la totalité de la situation à Moscou comme ils essaient de le faire. Mais évidemment, aujourd'hui, ils sont dans une très mauvaise passe parce que tout est en train de se retourner contre eux. Ils voient bien que les dissensions au sein du camp européen et atlantique commencent à jouer. D'ailleurs, on se pose très sérieusement la question sur ce qui s'est passé ces derniers jours en Allemagne à deux reprises. D'abord, les déclarations d'Olaf Scholz expliquant que l'Allemagne ne peut pas donner des missiles Taurus parce qu'elle n'a pas, comme la France et les Britanniques, des instructeurs sur place. Et puis l'histoire des trois militaires allemands qui ont changé sur des lignes non sécurisées.
c'est peut-être effectivement deux erreurs, mais ça pourrait être aussi une manière que peuvent avoir choisi les Allemands de faire passer les messages aussi bien à Moscou qu'à leurs alliés. Et ça peut être une stratégie sous couvert d'erreurs je dirais, de manque de sérieux dans la protection des communications. Ça peut être une stratégie pour dégonfler le conflit après les déclarations totalement excessives d'Emmanuel Macron le 27 février. Bon, on y reviendra. J'organiserai quelque chose à ce projet. Merci, Eric. Et puis, on Merci. suit cette affaire de près.